Mansa Moussa. L'empereur le plus riche de l'histoire. Mansa Moussa était un empereur de l'Empire du Mali au XIVe siècle et, il est considéré comme la personne la plus riche de l'histoire. Sa valeur nette est estimée à environ 500 milliards de dollars en monnaie actuelle. Soit plus du double de la valeur nette de la personne la plus riche du monde, Elon Musk. La richesse de Moussa provient des vastes réserves d'or et de sel de l'Empire du Mali, qu'il dirigea de 1312 à 1337. Dans le passé, le peuple mandingue d'Afrique de l'Ouest a établi l'Empire du Mali dans la région entre les fleuves Niger et Sénégal. Cet empire prospéra de 1235 à 1670, englobant les régions actuelles du Burkina Faso, du Tchad, de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria et du Sénégal. S'étendant sur plus de 24 000 km², il était l'un des plus grands empires du monde, réputé pour les richesses extravagantes possédées par ses dirigeants. Outre son immense richesse, Mansa Moussa était également connu pour sa générosité et sa philanthropie. Il a construit de nombreuses mosquées et écoles dans tout l'Empire du Mali et était un mécène des arts. Son héritage est encore célébré en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, et on se souvient de lui comme l'un des plus grands leaders de l'histoire africaine. L'Empire du Mali et la montée de Mansa Moussa. L'Empire du Mali était un royaume culturellement riche et extrêmement ingénieux qui s'étendait sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest entre les XIIIe et XVIIe siècles de notre ère. Cet empire était composé de petits royaumes et de communautés le long de la région du haut-fleuve Niger, fondée par Soundiata Keïta. Même s'il y a un certain chevauchement dans les régions géographiques et des histoires similaires, l'Empire du Mali ne doit pas être confondu avec le pays moderne du Mali, car ce sont deux endroits distincts. L'Empire du Mali est surtout connu pour ses réseaux commerciaux prolifiques, le développement de l'éducation, la richesse en or et en sel, et l'établissement et la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Les dirigeants de l'Empire du Mali s'appelaient Mansa. Soundiata Keïta est devenu le premier Mansa du Mali et a régné jusqu'à sa mort en 1255. En 1312, l'empereur régnant du Mali Mansa Aboubakari Keïta II a envoyé 200 bateaux habités et 100 bateaux de soutien contenant des fournitures pour naviguer jusqu'à ce qu'il trouve le bord de l'Atlantique. Après une longue excursion, un bateau est revenu. Son capitaine n'avait qu'une histoire d'horreur sur le tourbillon qui avait avalé ses camarades. Peu impressionné, et peut-être obsédé, l'empereur choisit de faire lui-même l'expédition cette fois avec une suite de 3000 navires. Il choisit son adjoint, Moussa, un membre de la cour sans lien de sang avec le roi pour régner en son absence. La nomination délibérée, non marquée par la règle héréditaire qui a produit tant de monarques pauvres, est probablement un témoignage du caractère et des capacités de Moussa. Aboubakari Keïta n'est jamais revenu. Certains pensent qu'il aurait pu atteindre l'Amérique du Sud. Mansa Kanku Moussa prit le pouvoir en 1312 et hérita d'un royaume malien déjà prospère. Il régnera jusqu'en 1337. Pour mieux gouverner cette vaste étendue de terre contenant une multitude de tribus et de groupes ethniques. Mansa Moussa divisa son empire en provinces, chacune dirigée par un gouverneur nommé personnellement par lui. L'administration a été encore améliorée avec de plus grands dossiers conservés et envoyés au bureau centralisé du gouvernement Agnani. La richesse de l'État augmenta grâce aux impôts sur le commerce, aux mines de cuivre et d'or contrôlées par le Mali et à l'imposition de tribus par les tribus conquises. Voyage de Mansa Moussa à la Mecque. Le pèlerinage de Mansa Moussa à la Mecque, un voyage qui a mis en valeur l'incroyable richesse et la grandeur de son empire, a eu des effets considérables au-delà des frontières du Mali. Pendant cette période, la Mecque était une plaque tournante de personnes influentes, ce qui en fait l'endroit idéal pour lancer une campagne de recrutement. Les meilleurs penseurs et dirigeants du monde islamique se sont réunis à la Mecque, et c'était l'occasion pour Moussa de renforcer son prestige en les introduisant dans l'empire malien. La préparation de l'expédition a pris des années et a impliqué le travail d'artisans dans de nombreuses villes à travers le Mali. En 1324, Moussa a commencé son pèlerinage avec un entourage de milliers d'escortes de sa capitale, Niani, sur le Haut-Niger. À Oualata, actuelle Mauritanie, et à Tua, aujourd'hui en Algérie, avant de traverser le Caire, en Égypte.
Mansa Musa montait à cheval et était directement précédé de 500 esclaves, chacun portant un bâton orné d'or. De plus, il avait un train à bagages de 80 chameaux, chacun transportant 300 livres d'or. En outre, il y avait des centaines d'autres chameaux chargés de denrées alimentaires et de textiles, des cavaliers brandissant les énormes bannières rouges et dorées du roi, et un impressionnant entourage humain de serviteurs et de fonctionnaires qui se comptaient par dizaines de milliers. Dans un geste extrême de largesse, Mansa Musa donnerait tellement d'or et son entourage dépenserait tant de shopping dans les marchés de la ville, que la valeur du dinar d'or au Caire s'est effondrée de 20% par rapport au dirham d'argent. Il faudrait 12 ans pour que le marché de l'or inondé se rétablisse. Les marchands d'Égypte, en particulier, étaient ravis de tous ces touristes naïfs qui se déplaçaient soudainement sur leur marché et ils en profitaient pleinement, augmentant leurs prix et soulageant les acheteurs de leur or à toute occasion. En effet, Mansa Musa et son peuple ont tellement dépensé qu'ils ont laissé la ville endettée. Un facteur qui a contribué plus tard à l'investissement égyptien dans l'empire du Mali afin que les marchands puissent récupérer une partie de la valeur des biens qu'ils avaient donnés à crédit. L'arrivée de Musa à la cour royale du sultan mamelouk du Caire, Al-Nasir Muhammad, fut épique puisque l'empereur arriva avec une caravane de 60 000 hommes dont une suite personnelle de 12 000 esclaves. Tous vêtus de brocart et de soie persane. Il s'agissait à tout le moins d'une démonstration de force tangible. Muhammad ne voulait probablement pas s'incliner devant lui, cela aurait été une trop grande soumission à un empereur étranger fléchissant. Musa, qui se forgeait un prestige à l'étranger, n'aurait pas voulu s'incliner non plus, car cela aurait pu nuire à la démonstration de son pouvoir. Au lieu de cela, Musa est entré dans la cour et a embrassé le sol en louant Allah, gagnant ainsi les faveurs du sultan. Les deux chefs ont ainsi sauvé la face. Mansa Musa donna 50 000 dinars d'or au sultan d'Égypte en guise de première rencontre. Pour le reste, il fut traité comme le roi qu'il était, reçut un palais pour son séjour de 3 mois et fut acclamé partout où il allait. L'historien Al-Umar, qui s'est rendu au Caire 12 ans après la visite de l'empereur, a constaté que les habitants de cette ville, dont la population est estimée à 1 million, chantaient encore les louanges de Mansa Musa. Avant Mansa Musa, les souverains des États d'Afrique de l'Ouest s'étaient rendus en pèlerinage à la Mecque. Cependant, son voyage extravagant a eu un impact profond, non seulement en promouvant le Mali et son règne au-delà de l'Afrique, mais aussi en suscitant un fort désir parmi les royaumes musulmans d'Afrique du Nord et même les nations européennes de découvrir la source de cette richesse extraordinaire. Musa a exploité cette opportunité en intégrant des poètes, des architectes, des mathématiciens et des philosophes dans son escorte pour le voyage de retour. Il acquiert également 4 charifs, descendants du prophète Mahomet, qui retournent au Mali avec lui. Musa avait réuni dans son pèlerinage 2 des caractéristiques les plus marquantes du Mali. L'importance de l'islam et l'importance des routes commerciales. La présence des charifs a encouragé les échanges avec le monde musulman, tout comme les nouvelles routes commerciales que lui et sa caravane ont établies en cours de route. Le Hajj de Musa était un exercice spirituel, mais aussi un exercice de construction d'institutions immatérielles qui cimenteraient la domination de l'Empire avec une absence de violence qui allait à l'encontre de la tradition médiévale. L'islam en Afrique médiévale. Mansa Musa était un musulman pieux, et sa foi a eu une profonde influence sur sa vie et son règne. Ses croyances religieuses ont contribué à façonner la culture, l'administration et les relations internationales de l'Empire du Mali. L'Empire malien était immense, couvrant une vaste zone allant de la côte atlantique au fleuve Niger et de l'Afrique subsaharienne aride à l'Afrique équatoriale. Il avait une population diversifiée avec de nombreuses langues et religions différentes. Mansa Musa, le dirigeant de l'Empire, a été confronté au défi de gouverner un territoire aussi vaste et diversifié. Il a envisagé d'utiliser le contrôle militaire, car le Mali avait une armée forte, mais il a décidé de faire de l'islam la religion d'État et d'élever son importance dans les cours royales. Alors que de nombreuses personnes se sont converties à l'islam, les mineurs d'or du Sud, qui étaient essentiels à l'économie de l'Empire, ont résisté et ont cessé de travailler en signe de protestation. Cela a conduit à une baisse significative de la production et a montré que l'utilisation de la religion pour unifier la population avait ses limites. Musa, le dirigeant du Mali, n'a pas interdit les autres religions et a rarement appliqué la loi musulmane. Il appréciait et participait aux rituels traditionnels du peuple madinque. Tant que les gens payaient des impôts et servaient dans l'armée, l'Empire acceptait différentes croyances religieuses. Les marchands musulmans ont trouvé des avantages dans la nature flexible de l'islam, leur permettant de pratiquer leur foi tout en faisant du commerce. L'islam a fourni l'accès à la connaissance de diverses cultures, faisant des érudits musulmans de précieux conseillers pour les dirigeants en Afrique de l'Ouest.
Être musulman a également aidé Moussa à établir des relations internationales et à obtenir la protection des États voisins en raison de leur réticence à attaquer un allié musulman. Succès du gouvernement de Mansa Moussa. Le règne de Mansa Moussa sur l'Empire du Mali fut une période de grand succès. Il étendit le territoire de l'Empire, promut le commerce et construisit des projets d'infrastructures et de travaux publics. Il a également fréquenté des érudits et des artistes, faisant de l'Empire du Mali un centre d'apprentissage et de culture. Voici quelques-uns des succès spécifiques du règne de Mansa Moussa. 1. Expansion de l'Empire. Mansa Moussa a étendu l'Empire du Mali à son maximum, doublant son territoire et en faisant le plus grand royaume d'Afrique. Il conquiert de nouvelles terres à l'ouest, au sud et à l'est, y compris les villes de Tombouctou et de Gao. Il a également imposé son règne sur les mines de sel de Tagaza, ce qui lui a donné le contrôle d'une route commerciale précieuse. L'expansion de l'Empire malien par Mansa Moussa avait pour but de corrompre et intimider ses ennemis. 2. Promotion du commerce. Mansa Moussa a joué un rôle clé dans la promotion du commerce transsaharien, ce qui a contribué à faire de l'Empire du Mali l'un des plus riches du monde pendant son règne. Le commerce transsaharien avait lieu depuis des siècles avant que Mansa Moussa n'arrive au pouvoir, mais il a pris des mesures pour le rendre plus efficace et rentable pour l'Empire du Mali. Il construit des routes et des caravansérails, aires de repos, le long des routes commerciales, et il normalise également les poids et les mesures. Cela a permis aux marchands de voyager en toute sécurité et d'échanger des marchandises dans tout l'Empire. 3. Projet d'infrastructures et de travaux publics. À son retour de la Mecque, Mansa Moussa a fait venir des universitaires arabes, des fonctionnaires gouvernementaux et des architectes. Parmi ceux qui sont revenus avec lui se trouvait l'architecte Ishaq El Todja qui a introduit des techniques de construction avancées au Mali, y compris l'utilisation de briques brûlées contre des briques séchées au soleil. Il a conçu de nombreux bâtiments pour l'empereur, y compris un nouveau palais nommé Madagou, la mosquée de Gao, la deuxième plus grande ville du Mali, et la grande mosquée encore debout à Tombouctou, la plus grande ville de l'Empire. Cette mosquée a été nommée le Djingrebe. La conception la plus célèbre d'El Todja était la chambre de l'empereur à la capitale malienne de Niani. 4. Mécénat d'érudits et d'artistes. Mansa Moussa a fait venir des érudits et des artistes du monde islamique au Mali. Il a fondé des universités à Tombouctou et à Gao, qui sont devenus de grands centres d'apprentissage. Il a envoyé des érudits religieux autochtones à Fès au Maroc pour apprendre ce qu'ils pouvaient. Et ensuite retourner au Mali en tant qu'enseignant. Avec ces liens éducatifs, il y avait des liens diplomatiques avec les États arabes, ainsi que le flux d'investissement au Mali, car les commerçants égyptiens et d'autres cherchaient à accéder au mouvement lucratif des marchandises à travers l'Afrique de l'Ouest. Les érudits qui s'intéressaient principalement à l'histoire, à la théologie coranique et au droit devaient faire de la mosquée de Sankor à Tombouctou un centre d'enseignement et jeter les bases de l'université de Sankor. Les structures juridiques de l'Empire malien ont été codifiées à Tombouctou. Auparavant, les questions d'État maliennes étaient transmises par des griots, des historiens oraux et des poètes qui stockaient et distribuaient des informations sans l'écrit. Le système permettait aux empereurs moins consciencieux de régner de manière incohérente. Moussa a créé une distinction entre les tribunaux, la loi et lui-même, établissant des précédents pertinents et des structures juridiques clairement définies. Bien que les lois écrites soient maintenant une attente de base, à l'époque, elles étaient révolutionnaires. Elles assuraient, théoriquement, des droits à la population, au détriment de la capacité du dirigeant à gouverner par décret éphémère. L'Atlas catalan, créé en 1375 par des cartographes espagnols, montre l'Afrique de l'Ouest dominée par une représentation de Mansa Moussa assis sur un trône, tenant une pépite d'or dans une main et un bâton d'or dans l'autre. Sel et or. Les routes commerciales du Mali. L'Empire du Mali était connu pour ses richesses extraordinaires, principalement dérivées du commerce et des ressources naturelles comme l'or et le sel. La richesse du Mali dépendait de ses ressources et de sa capacité à faciliter son commerce. La position de l'Empire le long du bassin du fleuve Niger l'a placé au carrefour de plusieurs grandes routes commerciales transsahariennes. Meli, la capitale dont le nom signifiait « où vit le roi » et dont le nom, Mali, est dérivé était connu comme le terminus des caravanes du Maghreb, d'Ifriqiya et d'Égypte. Les écrivains contemporains s'émerveillaient de ces marchés florissants, et observaient que des marchandises y étaient apportées de tous les quartiers de l'Afrique. 3 des produits les plus importants le long de ces routes et sous contrôle malien étaient le sel, l'or et la noix de kola. Le sel était extrait au nord, à Tagaza, et était transporté sous forme de grandes tablettes sur le dos des chameaux à travers le désert.
L'or était extrait en abondance dans le sud, à Bambuq, alors la source d'environ la moitié de l'approvisionnement mondial en or. Le kola a grandi dans les forêts voisines d'Akan. Parmi les trois, le sel et l'or étaient les plus importants, et les plus mémorables. Leur allure avait catalysé le développement de l'empire lui-même. L'autorité malienne a été établie par la migration des Malinké, également appelés les Mandingues, qui se sont déplacés vers l'ouest à la recherche de sel et d'or. Le sel était vital pour le voyageur saharien. Non seulement il était vital pour la conservation des aliments, mais il était également utilisé pour remplacer les biocels perdus par la sueur lors de longs voyages à travers l'une des régions les plus arides et difficiles à traverser sur Terre. La survie à long terme dans un environnement aussi hostile était difficile, sinon impossible, sans elle. Le kola servait également principalement à compenser les difficultés de la vie dans le désert. Le fruit contenait un stimulant qui supprimait la soif et facilitait les voyages. L'or, comme toujours, a conservé sa valeur inhérente bien qu'il ait été particulièrement élevé au XIVe siècle. La source d'or la plus importante provient de loin du Soudan occidental. L'Europe et le Moyen-Orient ont souffert d'une pénurie aiguë de métaux précieux. Comme l'or avait peu de place dans le commerce intérieur, son prix était trop élevé pour un peuple du désert qui utilisait majoritairement le sel et le kola. Il a plutôt été utilisé pour acheter des tissus et du papier du Maghreb et de l'Égypte, et du cuivre, des armes et des chevaux d'Afrique du Nord et d'Europe. Les biens européens pourraient être achetés à bas prix localement, en raison du manque d'or de l'Europe et de l'abondance simultanée du monde musulman. Selon l'historien Astley Goodwin, le croissant avait accès à l'or, mais Moussa préférait assurer le commerce et la coopération par l'inclusion culturelle. Il était prêt à faire des exceptions. Son armée permanente a été chargée d'éradiquer les bandits qui étouffent le commerce dans le Sahara et le commerce du désert s'est étendu. Des quantités beaucoup plus grandes de soie chinoise, de tissus persans, d'épices indiennes, la ferronnerie européenne, et les chevaux arabes ont voyagé à travers le territoire malien, qui ont tous été soumis à la taxation et à l'hommage. Les mines d'or ont été délibérément distancées par degré de l'économie malienne. Elles ont été gardées secrètes des étrangers en utilisant des intermédiaires soudanais, et par la pratique du « commerce silencieux ». Les négociants étrangers déposent les marchandises à une barrière naturelle traditionnellement au bord d'une rivière et se retirent. Les mineurs inspectent ensuite les marchandises. Et laissaient des sommes d'or indiquant ce qu'ils étaient prêts à payer. Les traders reviendraient ensuite pour prendre l'or si l'offre leur convenait, ou le laisser pour en extraire une somme plus élevée s'il ne l'était pas. Cette structure réglementaire informelle protégeait les intérêts maliens. Il a gardé secret les champs aurifères, empêché la violation des frontières territoriales et limité l'accès à un monopole vital, contribuant ainsi au statut quasi mythique des réserves aurifères du Mali. L'invisibilité des mines et des stocks a créé un attrait et a encouragé la spéculation sauvage sur l'étendue de la richesse de la région. Plutôt que de contrôler directement les mines d'or, Moussa s'est contenté d'une combinaison de tribus des mineurs, et la taxation des caravanes commerciales qui s'en occupent. Clairement, cette pratique a fourni un revenu suffisant à l'Empire. La quantité d'or transportée hors du Mali sans avoir besoin d'opérations logistiques coûteuses ou complexes de la part de l'État était énorme. Même la monnaie du Portugal était indirectement basée sur l'or malien, arrivant par le Maroc. La mort et la succession de Mansa Moussa. Il n'y a pas de date précise connue de sa mort. Certains historiens déclarent qu'il est mort en 1332 tandis que d'autres parlent de 1337. Son règne a duré environ 20 à 25 ans et a été documenté comme l'ère la plus prospère de l'Empire malien. Il a été remplacé par son fils, Magan Ier qui a régné pour une courte période. Il avait l'intention de retourner à la Mecque une fois de plus, mais il est mort avant de pouvoir faire le voyage. Après la mort de Mansa Moussa, ses successeurs ont trouvé difficile de maintenir le vaste empire qu'il avait étendu. Peu à peu, l'intégrité territoriale de l'empire a commencé à s'affaiblir en raison de conflits internes et de pressions extérieures. Le décès de Mansa Moussa a marqué le début d'un lent déclin, démontrant à quel point son leadership était central pour la prospérité de l'empire. Mansa Moussa avait un talent remarquable pour établir des institutions, ce qui est devenu évident dans le déroulement de l'histoire malienne après sa disparition. La seule existence de l'histoire enregistrée de son règne, à une époque où les récits, les rumeurs et la réputation étaient les principales sources d'information, est la preuve de son héritage influx et durable. Dans le monde actuel, la vie et les réalisations de Mansa Moussa sont une source de motivation et un domaine de fascination scientifique. Son récit est un rappel poignant du riche patrimoine historique de l'Afrique, qui mérite une reconnaissance et une inclusion plus large dans notre compréhension globale du passé.
On ne peut s'empêcher d'envisager l'impact potentiel sur le destin de l'Afrique si des dirigeants d'un calibre similaire avaient émergé dans de nombreux royaumes à travers le continent. L'Afrique aurait-elle prospéré au-delà de son état actuel? Nous vous invitons à partager vos réflexions et vos perspectives en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.